cette conférence, elle sera axée sur 3 points particuliers. Un, ça sera sur le bassin méditerranéen, donc à une échelle assez vaste. Ensuite, je ferai un zoom sur la région sud-est de la France. Et ensuite, à nouveau, encore un zoom sur une faille. Comment on étudie une faille, justement, en prenant un exemple du sud-est de la France. Donc, il y aura 3 échelles successives. Mais d'abord, avant de parler spécifiquement du bassin méditerranéen, je vais revenir à 200 millions en arrière, c'est-à-dire lorsqu'il y avait un seul continent sur la Terre et où on a eu un éclatement de ce continent, donc avec au nord ce qu'on appelait le continent Eurasia et au sud le Gondwana. Il y a 110 millions d'années, donc ça commence à faire quand même pas mal de temps, mais sur l'échelle géologique, c'est pas si loin que ça. Donc on a eu le début de l'ouverture de l'Atlantique. Le début de l'ouverture de l'Atlantique, et donc la séparation entre l'Eurasie et le Gondwana. Donc ici, vous avez l'Eurasie, et là, le Gondwana. En bas, vous avez l'échelle de temps correspondante. Et enfin, il y a 65 millions d'années, c'est l'ouverture de l'océan Atlantique Sud. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une convergence de l'Afrique et de l'Europe. Éclatement de l'Amérique du Nord et écartement de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Et ici, on a l'Afrique qui se rapproche de l'Europe. Il y a 65 millions d'années. Aujourd'hui, on est toujours dans cette configuration. Et ici, vous avez sur cette reconstitution ce qui probablement va arriver dans le futur. Donc ici, toujours pareil, l'échelle de temps. Et là, vous voyez progressivement donc l'Europe et l'Afrique qui continuent à se rapprocher, l'Arabie qui chasse l'Anatolie, la Turquie, si vous voulez en gros. Et puis donc ici, tout le continent asiatique donc, qui va vers l'Est, la remontée de l'Australie, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est donc toujours cette convergence entre l'Afrique et l'Europe. Donc la fermeture, progressivement, de la mer Méditerranée. Donc là, ça permet de resituer les choses par rapport au bassin méditerranéen. Donc sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des grands traits noirs, ici, qui correspondent aux principaux accidents, aux principales failles qui structurent la croûte, qui correspondent à des limites de blocs. Bon, la limite principale, c'est celle qui sépare le continent Europe de la plaque Afrique. Donc ici, en gros, ça correspond à peu près à cette limite-là. Qu'est-ce qu'on a entre ces deux grandes plaques? On a d'autres petits blocs, des micro-plaques, qui sont coincés, qui sont prises en étau entre ces deux grandes plaques. C'est ce qu'on appelle la plaque adriatique, la micro-plaque adriatique, l'Égée, l'Anatolie. Et ici, on a aussi la plaque arabique qui remonte, et donc, comme on a vu tout à l'heure, qui pousse l'Anatolie vers l'ouest. Et l'Ibérie, oui. Donc là, ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'en fait, les mouvements, contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer tout à l'heure, ce n'est pas une direction régulière qui est orientée nord-sud, mais en fait, on a des orientations variables du mouvement. Ici, par exemple, pour ce qui concerne l'Afrique, on a plutôt un mouvement qui pousse l'Afrique vers le nord-ouest, tandis que ici, du côté de la mer Égée, on a un mouvement qui est plutôt à tendance nord-est. Ici, sur l'Arabie, on voit un mouvement à peu près nord-sud, tandis qu'au niveau de l'Anatolie, le mouvement des plaques est plutôt orienté est-ouest. Donc on a, en fait, non pas un mouvement régulier d'une convergence de l'Europe vers l'Afrique, donc orienté nord-sud, mais on a aussi un peu des rotations de blocs ou de micro-blocs. Ici, sur cette carte, sont représentés en rouge les secteurs que je vais détailler, que je vais détailler tout à l'heure. Ce mouvement des plaques, donc, il génère des ruptures de failles et des séismes. Les séismes sont la conséquence des ruptures de failles. Il peut générer aussi des émissions volcaniques et éventuellement des tsunamis. Je vais commencer par les ruptures de failles. Au niveau du bassin méditerranéen, donc tout à l'heure on a vu la modélisation qui montrait le rapprochement de l'Afrique et de l'Europe.
On a deux grandes zones dans le bassin méditerranéen. On a le bassin méditerranéen oriental, qui est ici, et le bassin méditerranéen occidental. La grande différence entre les deux bassins, c'est qu'en fait, ici, on a des restes de l'ancien océan Atlantique il y a 110 ou 120 millions d'années, tandis qu'ici, on a des restes d'un océan qui est beaucoup plus récent. Donc, géologiquement, ils ont subi des mouvements différents. Mais on va voir tout à l'heure cette différence. Donc, vous voyez aussi sur cette carte la répartition des séismes qui est en rouge, qui est beaucoup plus importante au niveau de la mer Égée, donc de la Grèce et de toutes les îles qui l'accompagnent, de l'Anatolie, donc ici notamment sur ce grand accident. Sur la zone de l'Atlas, on voit aussi un alignement de séismes qui peuvent être relativement importants, mais qui sont quand même un peu moins fréquents que ce qu'on peut avoir dans cette partie orientale. Tout à l'heure, je vous ai dit que la limite principale, elle était globalement ici. Hein, c'est le trait qui est un peu plus épais. Quand on s'éloigne de cette frontière de plaques, on voit que les séismes deviennent un peu moins fréquents et un peu moins forts. Plus c'est rouge et plus c'est fort. Ici, en rouge, ça correspond à une magnitude au moins égale à 7. Donc, là aussi, je crois que vous avez parlé de types de failles qu'on peut avoir dans les conférences précédentes. Les mouvements de blocs, ils peuvent être soit chevauchants, c'est un bloc qui vient sur un autre, donc on a une composante verticale avec une compression, engendrée par une compression, on a un bloc qui vient sur un autre, on va parler de chevauchement de faille inverse. On peut avoir des mouvements, donc là, ce type de mouvement est représenté par les petits triangles qui sont là. Quand on a des failles inverses de ce type-là, on les représente comme ça. On peut avoir des mouvements de coulissement horizontal. Donc, c'est-à-dire que là, les deux blocs, ils vont jouer, ils vont avoir un mouvement dans une composante comme ça, horizontale. Donc, ça s'appelle un coulissement ou un décrochement. Donc là, vous voyez, c'est représenté par ces flèches qui sont là, donc qui donnent le sens du compartiment correspondant. Et puis, on peut avoir aussi des mouvements de distension. Donc là, c'est les deux blocs qui s'écartent. Et ça, à ce moment-là, c'est représenté par des flèches de ce type-là. Donc, les failles, c'est le trait principal, et ensuite, des petites barbules qui représentent le compartiment affaissé du côté des barbules. Vous voyez sur cette carte qu'on a à la fois des mouvements chevauchants, des mouvements coulissants horizontaux, et puis des mouvements distensifs, qu'on appelle les failles normales, comme ici au niveau de la Grèce. Donc justement, en ce qui concerne la Méditerranée orientale, donc là, on va parler de la mer Égée et de la ride méditerranéenne. Donc à cet endroit, on a la plaque africaine qui plonge sous la plaque européenne, la voici. Sur cette image, vous voyez la bathymétrie à cet endroit-là. Donc ici, ça représente la Grèce et les îles ioniennes. Ici, vous voyez un approfondissement très important au niveau de la mer. Ici, on a un régime plutôt distensif, on a des failles normales. Hein. Par contre, là, on a la trace du chevauchement, donc de l'Europe sur l'Afrique. En fait, de la microplaque Égée sur l'Afrique, qui est poussée elle-même par l'Europe. Et là, ce qu'on a, c'est l'Afrique avec tous les sédiments du continent qui commencent à être pliés par cette compression. Donc sur cette coupe, vous voyez le plongement de l'Afrique qui atteint ensuite la plaque, plonge à plusieurs centaines de kilomètres sous l'Europe. Et c'est ce mouvement qui va engendrer des séismes et des volcans. Ici en surface, donc on a à la fois des mouvements compressifs et des mouvements distensifs au niveau de la microplaque Égée. Un peu plus à l'est,
Donc dans cette partie-là, tout à l'heure, j'ai parlé de la plaque arabique qui vient pousser la microplaque Anatolie vers l'ouest. Donc là, on a des mouvements coulissants qui sont représentés ici. Ici, c'est la faille, une grande faille qu'on appelle la faille d'Anatolie, anatolienne, donc qui fait plusieurs centaines de kilomètres et qui a été... on a à nouveau parlé d'elle il y a peu de temps, en 99, puisqu'elle a provoqué un gros séisme de magnitude 7,4, donc qui correspond pour l'échelle de magnitude à quelque chose d'assez important, d'assez fort. Hein, c'est un des plus forts de la Méditerranée. Elle a rompu sur 130 km de longueur lors de ce séisme, et on a observé des déformations en surface, des décalages en surface de jusqu'à 4 ou 5 mètres donc au moment de ce séisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui se tenait proche de la faille, qui a rompu en surface, a pu voir un objet se déplacer comme ça de 4 à 5 mètres. Voyez ici, sur ces exemples, la faille, enfin, les ruptures en surface qu'a provoqué ce mouvement de la faille d'Anatolie. Donc ici, ça fait à peu près un décalage de 3 mètres. Là, vous voyez ces deux personnes, en fait, elles sont positionnées sur un côté de la chaussée qui a été lui aussi décalé par la faille. Donc ici, c'est la route, le bord de la route, le bord droit, et là, le même, mais décalé. Ici, vous voyez aussi la voie ferrée qui a été décalée, comme ça, qui a été affectée par la rupture de la faille Anatolie. Bon, là, c'est un exemple de destruction qui a été provoqué, en fait, non pas par la rupture de la faille, mais par les mouvements induits par le séisme, de type, ce qu'on appelle de la liquéfaction des sols, c'est-à-dire non seulement un séisme, il peut provoquer un décalage des terrains, mais aussi, par exemple, si on se trouve dans des endroits un peu sableux et humides, quand on va avoir une vibration sismique, le sol sableux va se liquéfier pendant quelques instants, pendant quelques minutes, et à ce moment-là, les bâtiments qui sont au-dessus, bah, ils portent plus, quoi, donc ils s'effondrent. On a beaucoup de dégâts qui sont provoqués par ce type de phénomène qu'on appelle la liquéfaction des sols. C'est les sols pendant quelques instants, et ben en fait, c'est comme si c'était du liquide. Donc là, c'est un des exemples où en Turquie, il y a eu beaucoup de dégâts provoqués par cette liquéfaction des sols. Bon, un séisme, il peut aussi générer des mouvements de terrain aussi. Mais donc là, c'est les sols, les terrains qui sont déjà en équilibre précaire. Quand on va avoir une secousse sismique, bah, ils vont tomber, quoi. Il va y avoir des éboulements, des glissements, si déjà il y avait des instabilités possibles. Mais dans notre sujet, on va surtout parler des ruptures de failles. On parle surtout des ruptures de failles. Donc, on a vu ici l'exemple de la microplaque Égée, prise en étau donc entre l'Europe et l'Afrique, avec ici la faille chevauchante, la ride méditerranéenne, hein, qui correspond au chevauchement donc, de cette zone, de cette partie nord sur l'Afrique. À l'arrière, des failles normales. Et puis on a vu ici les mouvements plutôt coulissants, donc des mouvements horizontaux, donc de la microplaque Anatolie qui est poussée par l'Arabie vers l'ouest, et donc qui provoque les gros séismes comme ici celui d'Izmit. Maintenant, on va venir à la Méditerranée occidentale avec la chaîne de l'Atlas. Donc à nouveau, on est ici sur la bordure principale, la limite principale de l'Europe sur l'Afrique. On a des déformations de type compressif, donc faille inverse. Donc vous voyez ici ce compartiment qui monte sur celui-là. Je vais citer en exemple deux grands séismes historiques, celui d'El Asnam en 1980, qui a atteint une magnitude de 7,4 et qui localement a provoqué des ruptures en surface des terrains jusqu'à 6 mètres. Sur cet exemple, vous avez donc la faille qui a rompu en 1980, donc avec le décalage des terrains de plusieurs mètres,
Donc avec ici le compartiment qui vient chevaucher ce compartiment ici. Donc ça, c'était celui de 1980. Voilà la faille qui a rompu. Et maintenant, on va parler de celui de Boumerdès, donc qui est beaucoup plus récent, puisqu'il date de 2003, qui a atteint une magnitude de 6,7, donc qui était un peu inférieure par rapport à 1980, et qui s'est produit, l'épicentre était situé au large des côtes, à peu près une soixantaine de kilomètres d'Alger. Donc en fait, à terre, bon, on n'a pas reconnu de rupture, puisque la faille était en mer. Par contre, ce qu'on a vu à terre, c'est des surfaces marines qui ont été soulevées par le mouvement de cette faille. Donc vous voyez ici, en fait, c'était des surfaces qui étaient auparavant recouvertes par la mer, et après le séisme, eh bien, elles ont été émergées. Ici, c'est la côte. Ici, c'est la faille qui a rompu. Cette faille, elle est constituée de différents segments qui ont à peu près entre 25 et 30 km. Sur cette carte, on a représenté les isoséistes du séisme, c'est-à-dire des courbes d'égale intensité du séisme. Une intensité, c'est pour qualifier les effets qu'on a pu ressentir en surface quand il y a eu le séisme. Donc là, je pense que vous avez déjà, dans les précédentes conférences, eu des explications sur la magnitude et intensité. Néanmoins, bon, je rappelle brièvement, la magnitude, ça qualifie la force du séisme. On va dire que c'est une mesure physique, alors que l'intensité, c'est plus une mesure qualitative. Elle décrit les effets destructeurs du séisme. C'est-à-dire que quand on parle d'une intensité 6, ça veut dire que déjà, le séisme en surface, il va être ressenti. Il peut provoquer quelques fissures, mais il est ressenti par la population, globalement par toute la population. Intensité 7, on commence à avoir plusieurs fissures au bâtiment. Intensité 8, il y a plusieurs bâtiments qui sont détruits. Intensité 9, c'est la quasi-totalité des bâtiments. Et intensité 10, c'est à la fois tous les bâtiments, mais aussi on peut avoir une perturbation dans le paysage, comme une rivière qui est décalée ou autre. Donc ici, sur cette carte, vous voyez des courbes d'égale intensité du séisme, donc avec en rose toute la partie où on a constaté des dégâts aux constructions, ici des dommages importants, et ici quelques fissures au niveau des bâtiments. Voilà pour le séisme de Boumerdès quelques photos. Donc si on n'a pas vu la rupture au niveau de la Terre, néanmoins, déjà, même si l'épicentre n'était pas à terre, mais il était en mer, au niveau sur le continent, on a pu constater malheureusement des dégâts assez importants, comme ici à Sidi Daoud ou à Zemmouri. Ici, donc les tentes qui ont été posées donc, en attendant la reconstruction de toutes ces habitations. L'essentiel des dégâts a été provoqué par ce qu'on a vu tout à l'heure de la liquéfaction des sols, hein, et non pas la rupture des terrains. Donc là, on a parlé des mouvements de failles au niveau du bassin méditerranéen. Hein, donc là, les mouvements principaux au niveau des limites principales du bassin méditerranéen, donc en prenant 3 exemples assez caractéristiques. Mais en fait, ce rapprochement de l'Afrique et de l'Europe, il peut aussi se manifester, il se manifeste aussi par du volcanisme actif. Donc ça ici, c'est représenté par les petits triangles qui sont en vert. Donc il y en a beaucoup au niveau de la Sicile et au niveau de la mer Égée. Donc comme vous le constatez, là aussi c'est au niveau des limites principales du rapprochement Europe-Afrique. Là je vais détailler plus en particulier ceux qui se trouvent ici dans le bassin occidental, donc un peu plus proche de nous. L'Etna,
Donc l'Etna, il est positionné très proche de la limite Europe-Afrique. C'est un des volcans les plus actifs de la planète. Vous voyez ici quelques illustrations du volcan, avec le dôme principal, donc ici, 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 et quelques dômes adjacents à ce volcan principal. Le Stromboli, un peu au nord de l'Etna, donc lui, il est actif aussi, mais il est surtout très dangereux parce qu'en fait, les émissions qu'il provoque, c'est surtout des bombes volcaniques et non pas des coulées. Enfin, l'Etna, il provoque à la fois des coulées et des bombes volcaniques, mais là, c'est surtout, il est explosif, ce qu'on appelle un volcan explosif. Encore plus au nord, le Vésuve, donc tristement célèbre par son éruption de l'an 79 qui a détruit la ville de Pompéi. Ici, vous voyez le Vésuve sur cette image satellite. Ici, le Vésuve au niveau de l'Italie, donc avec la ville de Naples à proximité de ce volcan actif et donc placé aussi sous haute surveillance parce qu'il y a la ville évidemment de Naples. Je reviens en Méditerranée orientale avec, dans ce secteur-là au large de Chypre, en mer, la trace de volcans qui commencent à être enfouis au niveau de la limite de convergence. Donc là, vous voyez un ancien volcan qui disparaît progressivement. Ici, pareil, un volcan qui lui aussi va être subducté, ce qu'on dit, on va être ensuite englouti sous la faille. Donc non seulement il y a des volcans qui sont connus, qui émergent en surface, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en Méditerranée, on a aussi des volcans qui sont sous-marins, et de temps en temps, on peut même en repérer qui disparaissent, puisque tout ça, ça bouge. On a parlé des ruptures en surface, des failles, on a parlé des séismes, on a parlé des volcans, on va parler des tsunamis qui se sont produits en Méditerranée occidentale ou orientale. Donc avec ici le séisme de Lisbonne qui a donné lieu à des tsunamis. Ici les différents séismes qui ont donné lieu à des tsunamis. Donc Lisbonne, Alger, Messine, Élique, Crète. Santorin en fait c'était l'effondrement du volcan, Amorgos et Rhodes. On va prendre en exemple 3 de ces tsunamis. Le séisme de Messine, 1908, avec une magnitude probablement de 7, donc liée au jeu normal d'une faille. Ici, sur cette image, est représentée donc la vague qui arrive sur le continent. Un tsunami, je ne crois pas qu'il y ait eu encore une conférence sur les tsunamis. Pour qu'il y ait un tsunami, il faut qu'il y ait un décalage de la faille, et un décalage de la faille qui arrive en surface, et qu'il y ait une hauteur d'eau suffisante pour qu'il y ait une vague. Donc là, le mouvement il doit être brutal, et à ce moment-là, l'eau, elle est décalée en même temps que la faille. Et c'est ça qui provoque le tsunami, la vague qui va arriver jusqu'à la côte. Donc tous les exemples qu'il y avait tout à l'heure, c'était des séismes, des ruptures qu'on a eues en mer, qui se sont propagés jusqu'à la surface, qui ont donné lieu à des décalages suffisamment importants du sol et suffisamment rapides pour provoquer un décalage au niveau de la surface de l'eau. Et à ce moment-là, hop, ça crée une vague et ça va sur le continent. Donc ici, celui de Messine, où on a eu probablement un décalage à peu près de 8 mètres avec un signe de magnitude 7. Ici, enneigé, celui de Élique. Donc là, vous voyez la grande faille normale avec une de ces failles qui a dû jouer en mer et qui a provoqué donc un gros tsunami qui a complètement englouti, enfin noyé la ville qui était située au pied de la faille.
Le décalage de la faille, il a dû être d'à peu près une dizaine de mètres, la rupture de la faille, lors de ce séisme. Donc, pour résumer par rapport à tout ce qu'on a dit sur la Méditerranée orientale et occidentale, je vous ai donné des exemples à la fois à l'est et à l'ouest de la Méditerranée. Ce qu'on peut constater tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup plus de séismes à l'est qu'à l'ouest. Le mouvement, en fait, il est beaucoup plus important dans le bassin oriental que dans le bassin occidental, puisque le raccourcissement, il peut être supérieur à 3 cm par an, alors qu'en Méditerranée occidentale, le mouvement sera de 4 à 5 mm par an. Alors, je vais revenir sur la carte de tout à l'heure. Voilà. Ici, le mouvement de la plaque africaine de 4 à 5 mm par an. Ici, le mouvement de cette partie de la plaque sur la plaque africaine, qui peut être de 3 à 4 cm par an. Le mouvement de la plaque au niveau de la faille anatolienne est de 2 cm à 2,5 cm par an. Quand on s'éloigne de cette limite de plaque, ici au niveau des Alpes, on arrive à peu près à 0,1 cm par an. Donc ici, en fait, ça fait 20 fois moins rapide que ce qu'on peut avoir en Anatolie. Donc, ici sur cette carte, vous voyez la sismicité plus importante à l'est qu'à l'ouest, le mouvement des plaques plus important ici qu'ici, mais néanmoins, ici on a quand même du 4 à 5 mm an. Ici, on a 1 à 2 mm par an, donc 20 fois moins rapide que ce qu'on a en Anatolie, ou 30 fois moins rapide que ce qu'on a ici en Égée. Mais, cependant, il y a quand même des signes qui apparaissent. C'est une déformation qu'on appelle à l'intérieur des plaques, intraplaques, et de temps en temps, il y a des gros séismes qui apparaissent. Donc justement, on va parler de cette zone-là, donc où on est éloigné de la frontière principale des deux plaques, où on a un niveau de sismicité un peu plus faible que ce qu'on a ici dans le bassin oriental ou ici au niveau de l'Atlas. Sur cette carte du sud-est de la France, chaque point représente un séisme qui a été décrit dans la littérature. Quand c'est rouge ou quand c'est rose, c'est des intensités qui sont au moins égales à 7, c'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts assez importants lors de l'apparition de ce séisme. Sur cette carte, vous voyez qu'il y a une fréquence assez importante au niveau ici de l'arc alpin, qu'on commence à distinguer des alignements d'épicentres, que de temps en temps, il y a des secteurs un peu isolés avec des gros points rouges. Bon, on a donc une sismicité qui existe, mais maintenant, il faut comprendre pourquoi on a cette sismicité, puisqu'on est loin des plaques. Donc, où sont les failles qui bougent? Au niveau de la sismicité, si on détaille un peu quelques séismes historiques du sud-est de la France, on va parler par exemple de l'arrière-pays niçois, avec le séisme de 1564, avec une intensité 8, qui a occasionné plusieurs dizaines de morts. À l'époque, sur cette carte, est représenté en fait le lieu de ce séisme de l'arrière-pays niçois, et on voit que pour les gens, ça a été ressenti vraiment comme une catastrophe très importante, puisqu'ici vous voyez un peu dessiné comme un volcan avec tout autour le vide absolu. Donc il y a eu des dégâts très importants tout autour dans la région de l'arrière-pays niçois en Vésubie. Sur cette carte, c'est les zones d'égale intensité ressenties. Tout à l'heure, je vous ai parlé des isoséistes. Hein. Donc, vous voyez ici, le point rose, c'est les dégâts très importants qui ont été observés, donc avec des intensités 8. Donc ça veut dire que les villages étaient quasiment détruits à 100%. Et donc ici c'est la zone où a eu lieu le séisme, où la faille a rompu, et puis donc plus on s'éloigne du séisme, plus les effets diminuent.
Mais bon, néanmoins, ici, on a encore, pour plusieurs communes, des dégâts très importants qui ont été occasionnés. En plus de ça, au niveau de l'arrière-pays niçois, on est dans une zone montagneuse où il y a de nombreux risques de mouvement de terrain, et donc, très probablement, les séismes qui sont ici, ils ont été accompagnés de glissements de terrain ou d'éboulements de roches, donc on a donné lieu à des destructions supplémentaires. Dans cette région, il y a eu aussi d'autres séismes d'intensité comparable, comme celui de 1644, de 1618 ou 1494. Donc c'est un lieu assez important de sismicité. Un autre exemple pour le sud-est de la France, celui de 1887. Donc là, c'est un des séismes qui a provoqué le plus de dégâts pour le sud-est de la France. Il a une intensité 9 à 10, donc qui est très très importante. Il a causé plus de 600 morts en Italie et des dégâts considérables en France. Il a provoqué des dégâts considérables aussi en France. Il a été ressenti, comme vous voyez ici, depuis le golfe de Gênes jusqu'ici à l'ouest du Rhône. Sur cette carte, donc avec les courbes d'égale intensité, vous voyez à ce niveau-là, donc les dégâts qui ont été provoqués par ce séisme, cette courbe elle est étendue bien au-delà du lieu de l'épicentre, hein, puisqu'ici on arrive à proximité de l'Estérel. Donc vous voyez là sur cette carte l'importance de ce séisme. Ici quelques illustrations de 1887, avec de nombreux dommages au niveau de la côte. Donc là, la destruction totale de tout ce village. Ici, pareil, les destructions des habitations. Donc c'est surtout la côte qui a subi des dégâts importants, comme on a pu voir ici sur cette carte, hein, toute la côte ici, et surtout évidemment la côte italienne. Mais à Nice, il y a eu aussi des dégâts importants. Si on va un peu plus à l'ouest de la Provence, au large de Marseille, le séisme du 11 juin 1909, donc c'est le plus fort séisme ressenti en France il y a depuis un siècle. Il a été d'intensité 9, il a provoqué 46 morts. Sur cette carte, donc toujours pareil, vous voyez les courbes d'égale intensité. Alors là, par rapport à celui de 1887, les dégâts ont été un peu plus concentrés sur le lieu de l'épicentre. Bon, un peu plus concentrés, il y a eu quand même plusieurs villages qui ont été détruits. On va voir tout à l'heure les images. Donc plusieurs villages, pour ceux qui connaissent la région, qui sont situés entre les villes d'Aix-en-Provence et de Salon. Bon, ce séisme, il a quand même été ressenti, vous voyez, jusqu'en Catalogne espagnole et jusqu'en Italie. Donc il a été très largement aussi ressenti. Mais évidemment, surtout en Provence, où les dégâts constatés, après quand on s'éloigne de Salon ou d'Aix-en-Provence, commencent à devenir un peu plus légers. Voilà le séisme de 1909, quelques illustrations. Donc avec ici le village de Vernègue qui a été totalement détruit. Ici la ville de Salon, avec une rue de Salon là aussi qui est la rue totalement détruite. La ville de Salon n'a pas été totalement détruite, mais en grande partie endommagée. Et puis, pour faire un parallèle par rapport au séisme tout à l'heure de Boumerdès, où je vous ai montré les tentes, les habitations en attendant que les constructions se refassent, bien là pareil, à l'époque, il y a un siècle, on avait aussi toujours les logements, enfin entre guillemets, le camping, en attendant que les constructions se refassent. Donc en fait, l'histoire se répète. Hein. Donc là, c'était pour faire un peu un parallélisme. Je vous ai pris quelques exemples de séismes qui ont occasionné des dégâts très importants dans le sud-est, et qu'on a pu décrire en relisant toutes les archives de l'époque. En fait, la sismicité, actuellement, on peut aussi l'enregistrer avec des appareils.
Et donc aujourd'hui, les appareils nous montrent que la sismicité, elle est toujours active. Donc on reconnaît toujours la zone des Alpes avec une sismicité assez importante. Ici, une zone plus ou moins allongée de séismes, et puis là, des séismes un peu plus diffus. En rouge, c'est des épicentres de séismes relativement importants pour cette région, puisque la magnitude est d'au moins 4,5. Mais bon, 4,5 de magnitude, c'est bien en dessous de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les séismes de Turquie ou de Grèce ou même de l'Atlas en Algérie. Bon, mais néanmoins, ça peut provoquer des dégâts importants. Et donc, il faut un peu surveiller tout ça. Donc, il faut voir d'où viennent ces séismes, pourquoi il y a ces séismes, et où sont les endroits de la région où on peut avoir des risques les plus forts au niveau sismicité. Donc, pour ça, en fait, les séismes, on a vu que c'était lié au jeu de failles. Ici, sur cette carte, ça représente la géologie du sud-est de la France, donc avec des terrains de couleurs différentes en fonction de leur âge. Ici, c'est des terrains assez anciens, ici, c'est des terrains un peu plus récents en jaune, et là, actuels pour ce qui est du gris, puisque c'est la plaine du Rhône. Bon, mais ceci dit, vous voyez que tous ces terrains d'âge différents, il y a des traits noirs qui se superposent à tout ça. En fait, ces traits noirs, ça correspond à des failles. Certaines sont très anciennes et ne jouent plus. D'autres sont très anciennes mais continuent à jouer. Et d'autres encore se sont créées il n'y a pas si longtemps que ça et continuent à jouer. Donc il faut faire un peu le tri dans tout ça parce que toutes ces failles donc, ne sont pas actives. Donc c'est l'objet ce qu'on appelle une analyse sismotectonique. C'est faire le lien entre les failles, la tectonique et la sismicité. Donc pour ça, on regarde ce qu'on a sur l'âge des terrains et les déformations qu'on peut avoir, si c'est des mouvements inverses, si c'est des mouvements distensifs, si c'est des coulissements, etc. On regarde l'âge du terrain qui est déformé, si le terrain il a 200 millions d'années, ou au contraire s'il en a 60, ou au contraire s'il a 10 000 ans, ou s'il a été déposé il n'y a pas longtemps. Donc l'âge du terrain, c'est un peu l'horloge de la déformation, qui va nous donner le temps dans lequel s'est faite la faille, ou son dernier rejeu. Et puis il y a d'autres outils qui nous permettent d'analyser toutes ces failles et de voir leur activité potentielle. Donc sur cette carte, vous voyez des failles donc, qui ont des couleurs rouge, orange ou vert. Donc ça, c'est les failles dont on sait qu'elles ont rejoué il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a à peu près 6 millions d'années, durant la dernière phase alpine, et qui peuvent rejouer aujourd'hui, comme celles qui sont en rouge, pour lesquelles on a des traces de mouvement, pour ce qu'on appelle la période quaternaire, c'est-à-dire il y a moins d'1 million d'années. Vous avez aussi des flèches jaunes qui montrent le mouvement qui peut se faire au niveau de la croûte du sud-est. Donc ici, on a des mouvements plutôt de convergence nord-sud. Donc là, c'est plutôt une compression avec une tendance de ce compartiment et celui-là dans le sens nord-sud. On aura des failles inverses de ce type-là, donc transversales, enfin perpendiculaires à l'axe de compression. Ici, vous voyez des flèches qui s'écartent. Donc là, au contraire, les failles, les blocs, ils ont tendance à s'écarter. Pareil ici au niveau du golfe de Lion. Alors qu'ici, on a un mouvement de convergence, donc de cette partie sur celle-là. J'ai parlé d'observations sur le terrain, mais on s'appuie aussi sur d'autres types d'observations, comme ici des données géodésiques, donc qui nous permettent, en mesurant régulièrement certains points, de voir si se sont déplacés. Donc là, sur cette carte, on voit qu'au niveau du sud-est, on a aussi une tendance à l'écartement, à la distension dans cette partie-là du nord et centrale des Alpes.
Et puis ici, les blocs qui ont tendance plutôt à se rapprocher. 2 points qui sont mesurés régulièrement, hop, ils montrent un rapprochement, hein, pour schématiser. Et ici, et au nord, donc 2 points qui sont mesurés régulièrement, ben, ils ont plutôt une tendance à s'écarter. Donc ça, c'est des informations qui nous sont importantes après pour analyser les failles qui peuvent bouger et les failles qui ne peuvent pas bouger. Sur cette carte du sud-est de la France est représentée, à partir de l'analyse des séismes, les zones qui sont là aussi plutôt soumises à de la compression ou de la distension, ou encore des mouvements intermédiaires entre la compression et la distension, donc qui correspondent plutôt à du décrochement. Donc ici, c'est la bordure c'est la côte, et donc vous voyez que dans le sud-est de la France, c'est pas uniforme comme on pourrait s'y attendre avec schématiquement quand on parle de la compression Afrique-Europe. En fait, dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué, puisque localement, on peut avoir de la compression, de la distension, du coulissage horizontal. Donc tout ça, il faut faire un tri. Là, sur cette carte, vous voyez les axes de déformation principale qui sont représentés. Donc là, c'est pareil, on n'a pas quelque chose de nord-sud régulier, mais au contraire, ici, les axes de compression, ils sont, vous voyez, ça vient perpendiculairement à l'arc alpin, d'accord, avec, là, par contre, au niveau central de l'arc alpin, plutôt de la distension. Donc je vais réexpliquer tout ça, cette distension-compression tout à l'heure. Sur ce schéma, j'ai représenté les grandes limites des compartiments du sud-est de la France. Donc ce schéma, il est basé sur toutes les connaissances qu'on peut avoir par rapport aux informations géodésiques, on a vu une image tout à l'heure, par rapport aux informations sur la sismicité, par rapport aux informations sur les failles et autres types de données. Donc schématiquement, dans le sud-est de la France, qu'est-ce qu'on a? On a dans les Alpes plutôt actuellement le jeu normal de failles. Donc là, on a ce qu'on appelle de la distension, les compartiments qui ont tendance à s'écarter. En fait, ici, actuellement, les Alpes, on a moins de mouvements compressifs qu'on a pu avoir il y a 10 millions d'années. Au contraire, maintenant, il y a un peu une stagnation de tout ça. Et là, schématiquement, c'est la chaîne des Alpes qui s'écroule sur elle-même, si vous voulez, hein, pour figurer tout ça. Et donc c'est ça qui donne ces jeux, on explique comme ça le jeu normal des failles au niveau des Hautes-Alpes. Par contre, si on s'éloigne de l'axe principal des Alpes, ici, vous avez un autre petit compartiment qui est limité par 2 grandes failles et qui, lui, continue à être soumis à une compression, donc des chevauchements. Tout à l'heure, on a parlé du fameux séisme Ligure. Sur cette zone-là, actuellement, on interprète ça. Alors, on a des mouvements de compression, des indices de compression, et ça, on l'associe à un grand chevauchement profond qui émerge ici sous la mer, au pied du talus continental, et qui, par contre, s'enracinerait sous les Alpes au niveau du massif de l'Argentera. On va voir une coupe tout à l'heure. On a parlé du séisme de 1909. Le séisme de 1909, il serait lié au mouvement inverse d'une faille, ici celle de la Trévarès. Et ce compartiment-là, il serait soumis à des régimes compressifs orientés globalement nord-sud et qui feraient jouer donc les petites failles notées ici, Luberon, Coste, Trévarès. Donc c'est la faille Trévarès qui aurait rejoué. Pour le séisme tout à l'heure de 1564, donc dans l'arrière-pays niçois, dans cette zone-là, on est dans une zone intermédiaire entre des mouvements compressifs ici de la mer Ligure et des mouvements plutôt distensifs de la chaîne des Alpes. Et là, c'est des décrochements de failles, donc des coulissements horizontaux qui pourraient occasionner les gros séismes qu'on a vus dans l'arrière-pays niçois.
J'ai pas parlé de séisme dans le golfe du Lion. En fait, il y a une sismicité qui est assez faible dans cette zone-là, mais néanmoins, on a des mouvements distensifs, des écartements de compartiments dans la région de la Camargue et du golfe de Lion. Donc vous voyez que ces mouvements différents, donc de la distension est-ouest, de la compression nord-sud, de l'extension est-sud-ouest, bon, ben, tout ça, ça limite c'est exprimé par des compartimentages de blocs qui jouent aussi bien en faille normale, donc des compartiments qui s'écartent, en faille décrochante, donc des coulissements horizontales, ou en faille chevauchante, des compartiments qui viennent les uns sur les autres. Ici, vous avez une coupe dans le nord des Alpes. Donc là, voilà l'ouest et l'est. Vous voyez ici une grande faille qui représente le chevauchement de ce bloc-là sur celui-là. Cette partie-là sur celle-là. C'est ce qui correspond au grand chevauchement des Alpes qui a structuré cette chaîne orogénique. Par contre, si il y a, durant la phase alpine, il y a 10 millions d'années, et même moins, on a eu ce chevauchement-là, cette faille qui a joué en chevauchement, aujourd'hui, en fait, ben, on a plutôt des mouvements normaux qui se font, de la distension, c'est-à-dire ici, des écartements de blocs. Par contre, au front de cette chaîne, plus éloignée, on a toujours des failles inverses qui continuent à jouer, comme ici l'arc de Digne, donc qui lui reste soumis à de la compression. Sur cette coupe, donc là, ça représente ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ce grand chevauchement dans la croûte intracrustale et qui émergerait au niveau du talus continental et qui s'enracinerait ici sous le massif de l'Argentera. Au large de la côte ligure, donc entre Nice et l'Italie, on a aussi une structuration par des failles inverses. Vous voyez ici les compartiments qui plutôt s'écartent. Et donc en fait ça c'est des failles secondaires par rapport à ce chevauchement parce que quand on va avoir ce chevauchement, c'est interprété de cette façon-là, quand on va avoir un chevauchement qui se crée, ça crée un pli à l'avant et donc à ce moment-là, à l'arrière, ben, comme ça se plisse, ben, ça fissure, donc ça s'écarte et c'est ce qui crée ces failles normales. Bon, c'est interprété schématiquement, hein, c'est interprété comme ça. Ici c'est une coupe au niveau de la Camargue et du golfe du Lion. Donc, où là, ben, en fait, c'est plutôt des failles normales qui affecteraient cette région-là, actuellement. Donc là, on n'a pas de chevauchement comme on a vu tout à l'heure, mais plutôt de l'écartement de blocs. Et puis enfin, ici, en Provence, ici c'est le nord, avec une faille qui limite les massifs du Ventoux et de Lure, donc à cet endroit-là. Et puis, bon, ben, surtout ici, au niveau des Costes, la Trévarès, etc., vous voyez là les traits noirs qui montrent le chevauchement de cette partie nord sur le sud de la Provence. Donc, cette faille-là, donc, qui vient s'enraciner au toit du socle. Et c'est ce compartiment nord qui vient chevaucher le compartiment sud. Ça, en fait, ça représente d'anciennes traces de chevauchements qui actuellement ne sont plus actifs, mais qui ont joué il y a à peu près 60 millions d'années. Donc c'est des chevauchements qui sont par là. Donc là, je viens de vous parler de cette trace-là, de cette déformation qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et bien justement, je vais vous parler maintenant de cette faille-là, c'est-à-dire de celle-là. Donc je vais vous montrer comment sur le terrain on a pu la localiser et trouver des déformations très récentes de cette faille. Voilà, la faille de la Trévarès, plus au nord la faille du Luberon. Ici sur cette carte, des déformations très récentes, donc notées en rouge. Et ici des travaux qui ont été
occasionnés récemment par l'université d'Aix-Provence, le laboratoire du CEREJ. Donc c'est ces résultats que je vous expose. Au niveau de cette faille, donc qui fait chevaucher le compartiment nord sur le compartiment sud, il y a 2-3 ans, il y a des mesures microtopographiques qui avaient été réalisées et qui montraient un décalage d'à peu près 8 mètres de la surface du cône alluvial qui était positionné au pied du petit massif de la Trévarès. Donc les mesures microtopographiques montraient ce décalage d'environ 8 mètres, mais uniquement de la surface. Donc on n'avait pas vraiment observé de déformation des terrains, on voyait seulement que la surface, elle était décalée. En 2004, le laboratoire donc, du CEREJ a réalisé une tranchée, ici vous voyez, d'à peu près 55 mètres de long sur 3 mètres de profondeur, pour voir si les terrains étaient déformés par la faille. Donc là, la trace de la tranchée est là, ici c'est la faille de la Trévarès. Sur cette photo, vous voyez ici la déformation principale qui a été observée dans la tranchée. Là, on a des terrains qui ont à peu près 5 millions d'années, ou 6 millions d'années. Ici, on a des terrains qui ont 300 000 ans, 300 000 à 100 000 ans. Ces terrains qui sont plus anciens, ici, puisqu'ils ont 6 millions d'années, ils viennent recouvrir ces terrains plus récents. Bon, ce qui n'est pas normal. Donc en fait, parce que ça devrait être le contraire. Hein, les terrains plus récents, ils recouvrent les terrains plus anciens. Donc en fait, ici, c'est la trace d'une faille donc, qui a fait venir chevaucher ces terrains-là anciens sur les terrains plus récents. Sur ce dessin, donc, vous voyez les différentes failles avec la flèche qui indique le sens du mouvement, donc des terrains anciens sur les terrains récents. Ici, sur cette coupe, la faille, les failles comme ça qui ont cette direction, ça représente le trait un peu plus épais qui est là. Mais on va voir sur une autre photo qu'en fait, ce chevauchement est accompagné d'autres fissures, des failles antithétiques, des failles qui sont liées à cette trace principale, mais qui ont un mouvement en sens contraire. Vous voyez ici une autre déformation, donc des terrains anciens qui viennent chevaucher des terrains plus récents. Donc ici, c'est la trace de la faille. En fait, en géologie, quand on observe les terrains, on regarde justement la répartition des différents dépôts et on voit si c'est normal ou si c'est pas normal, s'il y a un décalage ou s'il n'y a pas un décalage. Et ça, c'est l'exemple typique de ce qu'on peut faire pour analyser les déformations liées à une faille. Sur cette illustration, je rappelle le séisme de 1909, ici, ces épicentres. Ici, c'est un détail de l'escarpement de tout à l'heure, c'est un détail qui est par ici, mais qui a toute son importance, parce que ce qui est brun ici, c'est le sol actuel, qui a quelques milliers d'années. C'est le sol brun qu'on peut voir quand on va en Provence, qui est sous l'épinette. Bon. Ici, ce sol brun, vous voyez qu'il est sous les terrains qui sont anciens. Le sol brun qui est là, il est passé dessous. Et donc, on a ici la preuve de la rupture qui s'est étendue jusqu'à la surface du sol de la faille. Et cette rupture, étant donné l'âge de ces terrains, elle est probablement liée au grand séisme de 1909. La rupture est d'à peu près une vingtaine de centimètres. Les auteurs de la tranchée, le CEREJ, a, au niveau de cette tranchée, localisé cette rupture des terrains en surface depuis 300 000 ans, ce qui donne à peu près un mouvement de la faille avec une vitesse de l'ordre de 0,03 à 1 mm à 0,1 mm an. Qui correspondent à des séismes de magnitude 6 à 6,5 avec des décalages de la faille de l'ordre de 20 cm à 1 mètre.
Sur cette coupe, en haut, est représentée la faille de la Trévarès, son extension en profondeur, jusqu'au toit du socle. Le sisme de 1909, il est positionné à peu près 5 km de profondeur. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que cette grande faille a joué en 1909 sur toute sa longueur ici, et a émergé en surface, probablement en surface. Donc là, je vous ai montré comment on avait analysé une faille au niveau de la région sud-est. Bon, on en a analysé comme ça quelques autres, notamment la faille de Nîmes ou la faille de la moyenne du Rance. Alors, la faille de la moyenne du Rance, c'est celle-là. Donc, qui là aussi est noté en rouge. C'est les déformations très récentes qu'on a pu observer. La faille de Nîmes, c'est celle-là. Donc, la faille de Nîmes et de la moyenne du Rance, ce sont des failles à coulissement horizontal. Donc, sur la Provence, on a localisé plusieurs ruptures de terrain très récents sur la faille de la Trévarès, sur celle de la moyenne du Rance ici, de Nîmes, ou au niveau de l'arc de Digne. Donc, toutes ces études qu'on appelle paléosismiques montrent que le mouvement moyen des failles est de l'ordre de 0,1 mm/an, voire plus faible même, que les ruptures qu'on a pu observer de la faille lorsqu'elle s'était étendue jusqu'à la surface étaient de 20 cm à 1 mètre, que ces ruptures correspondaient à la trace de anciens séismes, des paléoséismes, qui étaient de magnitude de l'ordre 6 à 6,5. Donc là, bon, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les grands séismes qui sont près de la limite principale des plaques Europe-Afrique, tout à l'heure on a parlé de magnitude 7 ou plus. Hein. Donc là, on en est à des magnitudes de 6 à 6,5, mais qui correspondent quand même à des choses importantes, puisque vous avez vu les photos de 1887 ou du séisme de Lambesc, donc avec les destructions correspondantes. Mais surtout, donc, ce qui aussi différencie notre région avec cette déformation à l'intérieur de la plaque de la zone d'affrontement direct Afrique-Europe, c'est la période de retour de ces séismes très forts, puisqu'on considère qu'elle est de l'ordre de la dizaine de milliers d'années, voire plus. Alors que pour, par exemple, la faille anatolienne, la période de retour, on va plutôt parler de dizaines à une centaine d'années plutôt que 10 000 ans. Donc il n'y a rien à voir avec cette période de retour. Mais néanmoins, il faut analyser ces failles, parce que quand on a des ruptures qui se propagent, eh bien, ça peut donner lieu à des dégâts importants. Le problème dans ces régions où la sismicité et la tectonique est un peu plus modérée, c'est que les traces des failles actives, elles sont plus difficiles à trouver parce qu'elles sont plus facilement gommées en surface. Donc c'est plus long à analyser. Néanmoins, donc, malgré cette période de retour relativement importante, au niveau de la réglementation française, les failles actives, elles sont quand même analysées. Aujourd'hui, on essaye d'améliorer de plus en plus les techniques pour discriminer les failles qui ont une activité, un taux d'activité important de celles qui ont un taux d'activité plus faible. Les failles, elles n'ont pas tous le même potentiel sismogène. Il y en a qui peuvent donner des séismes de magnitude inférieure à 6, il y en a d'autres supérieures à 6. Il y a des failles qui pourront jouer de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide que d'autres. Donc il faut analyser le taux d'activité des failles. Donc là, les méthodes actuelles vont dans ce sens. Au niveau de la prise en compte des failles actives, elle se fait en ce qui concerne les ouvrages courants. Je ne parle pas des installations industrielles ou autres. Donc pour les ouvrages courants de type habitation individuelle, habitation collective ou bâtiments stratégiques de type caserne de pompiers, hôpitaux ou autres, pour les failles actives, on va essayer on va prendre en compte les failles actives, notamment pour ce qu'on appelle les bâtiments de catégorie C et D, c'est-à-dire pour les bâtiments
collectifs qui reçoivent des personnes jusqu'à plus de 300 personnes, et les bâtiments stratégiques, donc de type caserne de pompiers ou hôpitaux. Pour les bâtiments de catégorie A ou B, c'est-à-dire les habitations individuelles ou qui reçoivent des personnes avec un nombre inférieur à 300, à ce moment-là, vu la très faible période de retour des ruptures ou des gros séismes, on ne prendra pas en compte les failles actives. C'est les réflexions, en tous les cas, actuelles pour cette prise en compte. Quand on a trouvé une faille active et qu'on veut construire un bâtiment stratégique, à ce moment-là, il va falloir essayer de faire ce qu'on a vu au préalable sur la faille de la Trévarès, essayer de trouver, de la localiser le plus précisément possible et de déterminer quelle est la magnitude maximale qu'elle pourra occasionner et la période de retour correspondante. Voilà, je vous remercie de votre attention.